Il est 19 h, bonsoir à tout le monde et bon accueil à l'ensemble des élus, au public et à la presse. Merci. Préalablement, avant de démarrer l'ordre du jour du Conseil, deux informations. La première, c'est que suite aux inondations d'une part, et d'autre part, à l'incendie, je serai amené en fin de conseil à vous donner un certain nombre d'informations, et notamment à des questions qui ont été posées par le groupe Dynamique Solidaire. Bon, et deuxièmement, l'information, j'ai été amené à retirer sa délégation à monsieur Jacques Nicolas. Donc je tenais à ce que le conseil en soit informé. Est-ce qu'il est possible d'intervenir ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment la dictature complète, quoi? Non, c'est une information. Donc. Voilà. Alors, juste une petite remarque. Moi. Vous savez que j'ai été démis de mes fonctions de délégué par le maire. Alors, en fait, je ne veux pas du tout être dans la récrimination, je trouverais ça un peu stupide. Je veux simplement dire que quelque chose me choque assez profondément. C'est qu'une décision comme ça soit prise par une personne. Alors peut-être qu'il l'a fait valider par les autres. En tout cas, j'ai parti de façon complètement arbitraire, sans capacité de s'exprimer. Même à l'Inquisition, les gens pouvaient se défendre. Avec ce maire, c'est pas possible. Mais cela dit, c'est intéressant parce que ça ouvre un espace de liberté. Ça ouvre un espace de liberté. Je vais pouvoir intervenir sur un certain nombre de décisions et je vais retrouver finalement une parole que je n'ai pas eue pendant 6 ans. Alors il a découvert au bout de 6 ans, moins 4 mois, que j'étais devenu mauvais, ce qui prouve soit qu'il a mal choisi au départ, soit que peut-être c'était peut-être pas très perceptible. Mais je vais en rester là parce que ce serait donner beaucoup d'importance à un personnage qu'on n'a pas tant que ça finalement. Et je voudrais surtout le remercier parce que d'abord c'est un cadeau de Noël, avant Noël. Alors aujourd'hui on a tous les jours sur un site que je nommerai pas le calendrier de l'Avent. Vous savez, le calendrier de l'Avent, vous avez un petit cadeau tous les jours. Là vous n'avez pas un petit cadeau tous les jours, vous avez quelqu'un qui s'auto-félicite tous les jours. Mais enfin peu importe, là c'est le cadeau de Noël, quoi. C'est le truc, on vous dit, je décide en autorité que je te vire. Bon, voilà, c'était juste un petit préalable. Je suis bien sûr triste qu'il y ait une certaine forme d'unanimité parmi mes camarades. Là, il y en a très peu qui se sont manifestés. C'est ceux qui se sont manifestés, je les en remercie. Je pense que de toute façon, avec un personnage comme notre maire, on ne peut pas garder sa liberté sans partir. Alors, l'avantage d'être viré par rapport aux gens qui ont démissionné, c'est que ça me laisse la possibilité de s'exprimer. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Après, j'interviendrai normalement dans le courant. Il y a quand même quelque chose qui me gêne, c'est qu'un maire annonce sa candidature à l'élection suivante. Paf! Une semaine après, il vire quelqu'un qui a des chances d'être dans une liste opposée. Et bien ça, je trouve quand même que c'est étonnant. Bien sûr, c'est pas volontaire, c'est pas une action de candidat, c'est un truc qui est parfaitement... mais c'est quand même juste à ce moment-là une espèce de coïncidence des faits qui est pour le moins étonnante. Surtout en faire quelqu'un qui tous les jours explique qu'on dialogue, on échange, on parle, on fait des groupes et tout. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Après, je ne reparlerai plus de manquin personnel parce que je pense qu'il y a des personnages qui ne méritent même pas qu'on se défende vis-à-vis d'eux. Voilà, je vous remercie. Merci et merci d'avoir précisé que effectivement tu m'as informé que tu partais sur une liste d'opposition, ce qui est strictement ton droit, comme c'est strictement mon droit dans ce cas-là, de retirer la délégation. Voilà. Alors je demande à Christiane de bien vouloir faire l'appel. Merci. Bonsoir à tous. Donc Yves Bayon de Noyer, Marie-Hélène Biel, Laurent Bresson, Hélène Mérigot, Eliane Gomez, Christian Royer, Christiane David Mathieu présente, Patrick Gay, Olivier Louis, Jean-François Leclerc, Roland Tavernari, Jacques Nicolas, Thierry Blanès est représenté par Monsieur Leclerc, Patrick Villon, il n'est pas là, Chantal Vedel,
Florence Lecomte, Lionel Gomez, Florence Andrzejewski-Reynaud, Elisabeth Pereira, Laurent Rémy, Sylvie Bourdelin, Estelle Schneider, Marine Bouillin, représentée par Marie-Hélène Biel, Valérie Piasecki, Boris Digne, Bruno Ripoll, représenté par Madame Agoguet, Véronique Agoguet-Fernaillon, Neza El Amlili et Pierre Claire. Okay. Bon. Très bien, merci. Donc le premier point à l'ordre du jour est l'approbation du compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 19 novembre dernier. Avez-vous des questions, des souhaits de modification ou est-ce que je peux le mettre à votre approbation? Donc très bien. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc 3 abstentions. Donc approuvé à la majorité. Le premier point traite de les communications des décisions du maire qui sont au nombre de 15 depuis le dernier conseil municipal. Avez-vous des questions à poser? Madame Agoguet, oui. Bonsoir à tous. Alors déjà j'ai une question. Si Monsieur Nicolas n'est plus dans la majorité, est-ce qu'il ne devrait pas changer de place et venir dans l'opposition? Mais si vous voulez attribuer les places de théâtre pour faire l'ouvreuse, je veux bien, chère madame. Mais Monsieur Nicolas n'a pas informé qu'il quittait la majorité. Il lui a été retiré sa délégation, c'est tout. Mais après, bon, mais si vous voulez faire l'ouvreuse, vous avez la parole. Bon, cette assemblée n'est pas une pièce de théâtre, et Monsieur Nicolas, je pense qu'il n'est plus dans la majorité, vu ce qu'il vient de dire. Mais bon, ça le regarde. Néanmoins, voilà, il y a quand même des règles à respecter. Donc je m'interroge, est-ce qu'il ne devrait pas changer de place? On verra ça peut-être le mois prochain. J'ignorais en effet qu'il fallait faire cette opération, mais je le ferai, bien sûr. Je peux pas rester solidaire d'un groupe qui me rejette, quoi. Je veux dire, ce serait aberrant. J'ignorais qu'il y a un certain nombre de choses qui... j'ai pas pu, par exemple, poser de questions ouvertes non plus parce que j'ai reçu la convocation un peu trop tard. Il y a des choses comme ça qui sont, je dirais, de l'habileté technique. Donc, merci de me signaler ça, c'est gentil. Bienvenue dans l'opposition, Jacques. Donc, au niveau des décisions, les décisions du maire, j'en ai une concernant la décision 88 et concernant la maison Ribéry. L'ABF, l'architecte des bâtiments de France, a demandé que soit créée une terrasse. Donc, qu'est-ce que c'est que cette terrasse? Pourquoi cette décision? Voilà. Et où est-ce qu'elle est située, cette terrasse? Au sol ou... Voilà. C'est ma première question. Non, Monsieur Royer va vous répondre, mais je crois que vous ne connaissez pas bien ce bâtiment, effectivement, parce qu'il y a une très très jolie terrasse. Christian, tu as la parole. Non, c'est une terrasse qui n'est pas au sol, qui est plutôt donc en haut sur... au niveau R+1 ou R+1, et les planchers étaient complètement imbibés, donc il fallait refaire les planchers, etc. quoi. Oui, je n'ai pas visité le bâtiment. Et également, en question. l'ABF a demandé qu'il y ait des modifications sur des rambardes qui étaient un peu trop hautes, qui veulent descendre et autres. Venir voir le projet. J'avais d'autres questions. J'ai fait le total de toutes les plus-values sur tous les projets. Rien que sur ces décisions, on a presque 20 000 euros de plus-value répartis entre la salle des fêtes, 8 000 euros, la terrasse Ribéry, donc 9 900, excusez du peu quand même, ça vaut le coup quand même de demander ce que c'est, effectivement, et d'autres choses. Voilà, c'est beaucoup, je trouve. Oui, bon, là, il faut additionner plus-value et moins-value, puisqu'il y a aussi un certain nombre de moins-values. Mais à partir du moment où vous commencez à faire des travaux qui sont des travaux de restauration sur des bâtiments anciens, et c'est le cas de la salle des fêtes, mais surtout de la maison Ribéry, il n'est pas étonnant que l'on découvre un certain nombre de choses. Ça fait partie de tous les travaux de restructuration, qu'ils soient à titre privé d'ailleurs ou à titre public. Mais il n'y a pas des expertises en amont des bâtiments quand oui, mais quand vous commencez à gratter, vous faites une expertise, vous commencez à gratter et vous découvrez qu'il y a un support qui n'est pas de bonne qualité, une peinture qui doit être faite,
etc., que vous ne pouvez pas découvrir avant. J'ai une autre question, si vous me permettez. Je vous en prie. Je voulais savoir le coût de la mise à disposition du chalet, qui est une bonne décision, d'avoir mis à disposition le chalet pour la boulangerie de la rue de la République, mais je voulais juste qu'on ait une idée du coût quand même. La mise à disposition est faite, je dirais, gratuitement, puisque le chalet reste de notre propriété. Voilà. Donc, en fin d'opération, la commune récupérera le chalet. On ne l'a pas acheté à un moment ou... Si. Il a été acheté pour un montant de mémoire, 2300 €, quelque chose comme ça. Je sais pas. Y a-t-il d'autres questions? Oui, moi j'ai quelques questions aussi. D'abord sur les décisions 84, 85, 86, 89 et 90, qui sont les décisions d'ester en justice. Moi j'entends partout que tout se règle de façon amiable, avec des gens qui s'entendent bien, et là tout d'un coup, à la fin du mandat, on va arriver tout un tas de choses qui partent en justice. Alors, qui seront peut-être traitées par ce maire-là, traitées peut-être par le maire suivant. J'ai l'impression quand même qu'il y a un certain sentiment de précipitation. Et parmi ces décisions, il y en a une qui concerne les travaux de la maison de retraite, donc qui vont être amenés à être gérés en justice. Je ne sais pas exactement dans quelles conditions, au moment même où on va démarrer les travaux dès le début de l'année prochaine. La question que je voudrais poser, c'est est-ce que ce n'est pas un petit peu imprudent pour un maire avisé de lancer des opérations de travaux alors qu'on a une opération de justice qui pourrait, d'une manière ou de l'autre, contrevenir à ces travaux, les arrêter, les bloquer, sachant que les travaux du centre-ville vont être quand même extrêmement difficiles à mener tous ensemble. Voilà, c'est la question que je voudrais poser. Alors, je précise que les travaux concernent l'EHPAD et non pas la commune du Thor, et qu'il n'est pas de notre décision de continuer ou de ne pas continuer les travaux. Deuxièmement, que le recours a été fait dans un premier temps en référé, et que la décision du tribunal des référés a été de façon extrêmement claire en faveur de l'EHPAD. Donc, voilà. Et après, les gens qui poursuivent ont décidé de poursuivre sur le fond, ce qui est complètement leur droit, ce qui est complètement le droit également de l'EHPAD, puisque le tribunal lui a donné raison de pouvoir poursuivre ses travaux de restructuration. Alors, est-ce que peut-être tu peux m'expliquer qu'est-ce qui se passera si jamais le jugement aura une décision défavorable, ce qui est quand même un risque à prendre, autrement on ne va pas en justice. En justice, il y a un certain nombre de gens qui reçoivent des décisions défavorables, d'autres qui reçoivent des décisions un peu plus favorables parfois, mais il faudrait quand même savoir ce qui se passera dans ce cas-là. Les travaux de l'EHPAD sont des travaux qui vont s'étaler sur 36 mois. Donc la partie qui va démarrer au début de l'année prochaine est une partie intérieure, donc qui ne concerne pas d'ailleurs le recours devant le tribunal administratif du voisin mécontent. Donc la partie qui va le concerner sera que dans un délai de 17 ou 18 mois. Et puisque tu me disais que c'était une opération qui concernait la maison de retraite, il n'empêche que la personne qui va en justice, c'est bien le maire du Thor, là, c'est pour un permis de construire. Donc c'est bien le maire dont on parle, là. C'est pas l'EHPAD. L'EHPAD, c'est le maire pour le permis de construire. Mais le permis de construire est accordé par le maire. Le voisin a fait un recours contre le permis de construire, et donc contre la mairie, et bien évidemment contre l'EHPAD. Mais la décision de poursuivre les travaux est une décision qui appartient à l'EHPAD, puisqu'ils sont réellement titulaires d'un permis de construire en bonne et due forme. Très bien. Passons au premier point de l'ordre du jour, le débat d'ordre. J'avais des questions aussi, pardon. Ah, bonsoir. J'avais demandé s'il y avait des questions, mais d'accord, je vous en prie. Juste sur les décisions 89 et 90, du coup, juste avoir des précisions sur ces affaires-là, s'il vous plaît.
Alors, la première concerne, c'est 89, ça concerne une décision devant le tribunal correctionnel à l'encontre de Jésus Ibanez pour infractions multiples. C'est une affaire qui traîne depuis 15 ans, je peux dire 15 ans dans la commune. La préfecture avait pris une décision, je dirais, courageuse et complète il y a de cela 5 ans, à l'encontre de M. Ibanez pour plusieurs infractions, hein, pas uniquement contre l'urbanisme. Et c'est venu, je dirais, devant le tribunal tout récemment. Et donc, nous avons décidé de nous porter partie civile. Voilà. La deuxième chose, le deuxième qui est le 90, c'est une constitution de partie civile également, puisque la SCI Méli, mais avec son propriétaire, M. Sari Kadibadi, a été poursuivi devant le tribunal pour non-conformité de travaux réalisés sans permis de construire. Et donc, c'est un dossier qui est pendant depuis également 3 ans, et le tribunal a été saisi tout récemment. Donc, nous avons décidé de nous porter partie civile dans cette affaire. Et les autres, vous pouvez apporter des précisions sur la 84, par exemple. La 84. Ah oui, mais ça, c'est un problème complètement administratif, à savoir que l'avocat qui suivait notre dossier faisait partie d'un cabinet d'avocats associés, le BCEP, et cet avocat a décidé de sortir et de constituer son propre cabinet. Hein. Et il est dans le cadre d'une requête, puisque nous n'avons pas admis une autorisation préalable à l'encontre d'un citoyen qui voulait construire un endroit qui nous est apparu impossible de construire. D'accord. Et 86 ? Et 86, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le 86. C'est pareil, c'est une requête qui a été déposée par un taurois à l'encontre d'une décision d'accorder un permis de construire dans le cadre de construction de logements sociaux. Et il arrive que des gens n'apprécient pas qu'on construise des logements sociaux à proximité de chez eux. Donc voilà, donc nous avons décidé de nous défendre. Voilà. Donc le débat d'orientation budgétaire pour 2020, donc qui est le dossier principal, puisque nous avons en tout 5 rapports, mais le débat d'orientation budgétaire est le dossier le plus important. Donc Patrick, je te laisse démarrer la lecture. C'est moi ? Tu crois ? Oui, moi, si tu veux. Oui, vas-y. L'intérêt du débat d'orientation budgétaire consiste à prendre du recul au regard du contexte national et les perspectives tracées par le gouvernement au travers du budget national et au regard du contexte local et les objectifs que s'est assigné la municipalité qui se traduisent par des orientations budgétaires. Alors, on va faire un résumé de ce qui va être dit ensuite. En termes de recettes budgétaires, la poursuite des réductions de dotation de l'État qui sont effectives depuis 2014 a cessé. Mais l'écart par rapport au passé subsiste. La définition du mécanisme qui va compenser la suppression progressive de la taxe d'habitation a été précisée. Et le nouveau mécanisme devrait entrer en vigueur en 2020 et monter en régime jusqu'à la disparition totale de cette taxe pour tous les contribuables en 2023. Il convient cependant de rester très attentif aux conséquences de cette nouvelle procédure, car il a été annoncé par la Direction générale des finances publiques une incidence sur la dotation de la commune rurale, la dotation que reçoit l'auteur en tant que commune rurale. Ensuite, les dépenses de fonctionnement, plus 2% globalement. Elles ont pu être contenues sur les exercices passés. Elles resteront largement encore consacrées au poste des dépenses de personnel, mais la part relative de ces dernières, en augmentation de seulement 1%, devrait continuer de diminuer doucement, 56% en 2020 contre plus de 60% antérieurement. L'augmentation sensible de la capacité d'autofinancement sur les dernières années
et encore en 2020, témoignent des effets bénéfiques d'une gestion rigoureuse et constante. Enfin, les projets d'investissement se réalisent conformément aux attentes et l'année 2020 verra la poursuite de l'effort, avec notamment l'accomplissement de la réorganisation du centre-ville, la mise en place d'une maison des médecins au sein de la commune et l'engagement du début des travaux pour l'édification de la médiathèque. Ces investissements correspondent à une gestion à la fois coordonnée et prospective de la commune, de façon à prévoir l'avenir, à répondre aux réels besoins des Thaurois. Un juste équilibre doit être réalisé entre la satisfaction des besoins culturels, sportifs et les aménagements structurants. Cette politique d'investissement ambitieuse qui rattrape petit à petit les retards pris dans le passé génère un besoin de financement significatif, légèrement supérieur à celui de 2019. À terme, il faudra sans doute arbitrer et rester très attentif à la remontée possible des taux d'intérêt. Je continue sur le contexte national. Alors, le contexte national, nous allons faire plus court que l'an dernier, puisque l'an dernier, nous avions subi des critiques comme quoi c'était un peu long. Donc, le contexte national est régi par deux lois. La loi de programmation des finances publiques, qui est une loi qui couvre plusieurs années, qui a été promulguée le 22 juin 2018, et elle fixe les orientations budgétaires pour les collectivités pour les années de 2018 à 2022. Enfin, la loi centrale, c'est la loi de programmation des finances publiques, la PLF, qui fixe les principaux chiffres, qui est en cours d'examen entre les deux chambres, qui devrait être voté d'ici la fin de l'année, et qui fixe les principaux chiffres macroéconomiques prévisionnels pour la France. Et donc, ces chiffres, je vais vous en parler. Il y a un dossier de presse qui a été présenté, qui présente le projet de loi de finances pour 2020, qui a pour titre « Baisser les impôts, préparer l'avenir ». En effet, le gouvernement prévoit une baisse d'impôts de 5 milliards d'euros, principalement centrée sur les deux premières tranches du barème de l'impôt. L'une des dispositions essentielles de ce projet de loi de finances repose pour les communes sur la mise en œuvre de la réforme de la taxe d'habitation et la mise en place d'un dispositif de compensation. Pour 2020, la disparition de la taxe d'habitation est compensée intégralement par l'État au niveau des taux de 2017. À partir de 2021, la taxe d'habitation sera remplacée par la part du foncier de l'impôt sur le foncier bâti perçue aujourd'hui par le département. Celle-ci sera complétée par une compensation de l'État lorsque la part du département ne couvre pas la totalité du manque de recettes lié à la suppression de la taxe d'habitation, ce qui est a priori le cas du Thor pour environ un peu plus de 807 000 euros. C'est à partir de 2021-2022 qu'une attention forte devrait être portée sur la totale compensation annoncée, puisqu'il y a quand même des incertitudes qui subsistent. Alors revenons aux chiffres maintenant. La croissance économique potentielle pour 2019 est estimée à 1,4% et à 1,3% en 2020, pour une croissance dans la zone euro de 1,2% pour les deux années à venir. Ces chiffres sont jugés optimistes par certains. L'inflation diminuerait en 2019, plus 1,2%, après une année 2018 marquée par la hausse des cours du pétrole, plus 1,8%. Elle serait stable en 2020 à 1,2%. On pourrait parler également du déficit qui, on l'espère, restera inférieur à 3% et de la dette qui restera inférieure à 100%. Mais vous savez que compte tenu de la situation actuelle, il y a des incertitudes également sur l'avenir et sur le recours à l'emprunt de l'État et sur le respect du déficit. La loi de finances publiques, la loi de financement des finances publiques, la loi de programmation des finances publiques, fixe les modalités de participation des collectivités locales au redressement des comptes publics. Alors pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants, les dépenses de fonctionnement et le besoin de financement doivent être en cohérence avec la trajectoire nationale d'évolution annuelle des dépenses locales de fonctionnement qui a été fixée à 1,4% et l'objectif également de réduction annuelle du besoin de financement. Donc nous verrons, en regardant le contexte local, si nous respectons ces deux orientations principales. Voilà, on passe maintenant au contexte local. Merci Patrick. Donc le contexte local, les grandes orientations budgétaires. Donc elles découlent de la double volonté de maîtriser la gestion courante en dégageant un excédent de recettes sur les dépenses et de poursuivre une politique d'investissement ambitieuse. Cette politique a été appliquée méthodiquement depuis 2014 et a permis de dégager des excédents significatifs mis au profit de l'investissement. Elle a permis, d'autre part, de restaurer la confiance des banques envers la commune, mettant celle-ci en position de négocier des taux d'intérêt très bas. Les orientations choisies en matière de recettes, la fiscalité, un maintien des taux des impôts locaux,
L'augmentation unique depuis 6 ans, intervenue en 2017, et répondant aux baisses des dotations de l'État, sera suffisante. La commune bénéficie de bases qui sont dynamiques, dont l'évolution est prévue à 2% par rapport aux bases notifiées en 2019. Deuxièmement, les concours financiers de l'État. C'est une prévision assez difficile. Nous avons prévu une stabilité pour le budget. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une stabilité des concours financiers de l'État aux collectivités. Toutefois, à l'intérieur de ces différents concours, certains sont en augmentation et d'autres servent de variable d'ajustement. La dotation forfaitaire des communes est une de ces variables d'ajustement. Pour la préparation budgétaire 2020, l'hypothèse d'une stabilité des concours de l'État a été retenue. La troisième source, c'est l'emprunt et l'endettement. Pour répondre aux besoins de financement des investissements, la commune profite de l'opportunité des taux d'intérêt très faibles, de son excellente santé financière, grâce au maintien d'un endettement qui reste raisonnable. Les subventions. L'impact, c'est de maximiser l'apport de nos différents partenaires, que je cite, l'État, la communauté de communes, le département, la région, la caisse d'allocation familiale, la direction régionale de l'action culturelle, les fédérations sportives. Les partenaires sont associés dès le démarrage des projets afin de répondre au mieux aux critères de financement qu'ils demandent. Donc les priorités pour 2020, développer les logements sociaux afin de poursuivre la réduction de l'écart avec le taux réglementaire de 25%. Les réalisations concrètes depuis 2014, après une longue période de disette totale en matière de logements sociaux, et les projets déjà lancés, éloignent pour la commune le spectre d'une hausse des pénalités loi SRU. Mais il y aura certainement un maintien. Par ailleurs, l'appui aux structures de logements locatifs sociaux diminue la pénalité appliquée par l'État. En effet, toute dépense réalisée dans ce domaine vient en déduction du prélèvement, mais 2 ans après. Maintenir une politique active de gestion du patrimoine de la commune, c'est une deuxième priorité. Ne pas hésiter à céder des propriétés pour financer les acquisitions nécessaires. Par exemple, en 2020, il est prévu la vente de la partie communale des anciens foyers logements, situés derrière la mairie, et par ailleurs la cession d'un terrain pour y installer une maison de retraite privée et des logements sociaux. Cette cession permettra de financer intégralement la réalisation d'un parking et d'un nouveau boulodrome. La troisième priorité, maintenir un équilibre entre la culture et le sport. La réalisation de la médiathèque permettra de rénover la maison Saint-Roch, projet attendu par les Taurois depuis de trop nombreuses années et qui correspond à une réelle attente. À ce jour, aucun espace culturel communal n'existe pour une population de 9000 habitants. Par ailleurs, pour accompagner la croissance des associations sportives, il est programmé la construction de 2 courts de tennis couverts qui, une fois en œuvre, viendront décongestionner le gymnase saturé, notamment le samedi, au profit des autres associations. La construction d'une halle sportive sera étudiée en 2020 pour une réalisation en 2021. Le quatrième point, c'est la poursuite de la politique sociale de soutien aux plus démunis et aux personnes dans le besoin par l'intermédiaire du CCAS et des associations compétentes en la matière. Une attention particulière sera apportée pour répondre aux demandes croissantes des plus faibles et notamment auprès des personnes âgées. Les nouveaux locaux du CCAS permettent de mieux répondre à ces nouveaux besoins. Renforcer les actions d'embellissement de la ville, espaces verts, et de soutien à la biodiversité et affirmer un souci de s'insérer dans la promotion de la transition énergétique et la défense de l'environnement et du développement durable. Une attention particulière sera portée afin d'obtenir la 3e fleur et le déploiement du PLU révisé restera très attentif au respect des critères qui y ont été inscrits et ont permis à la commune d'être distinguée récemment par la région en matière de biodiversité. L'installation place du Chasselas
de 4 postes de recharge pour les véhicules électriques n'est qu'un premier pas symbolique, mais qui devra être déployé. Les réalisations des travaux cœur de ville, les investissements en termes de végétalisation et de plantation d'arbres au centre-ville et une gestion plus cohérente des circulations automobiles participeront activement à la défense de l'environnement. La prochaine étape à programmer en 2021 et suivante sera celle de la création de pistes cyclables. Enfin, le schéma directeur de traitement des eaux pluviales, réalisé en 2019, et sa mise en œuvre permettront de mieux appréhender cette gestion dans le cadre de la défense de l'environnement. Patrick, si tu veux. On pourrait en rester là, mais les instructions que nous avons reçues nous demandent également de préciser, de donner quelques informations avant le budget qui aura lieu dans un mois, sur l'évolution des dépenses, fonctionnement et investissement, sur l'épargne et sur la structure de la dette. Donc nous allons le faire maintenant. Évolution des dépenses de fonctionnement. Alors les dépenses sont maîtrisées avec une évolution globale d'environ 2%. Il y a un graphique qui vous est présenté sur l'écran. Les charges à caractère général connaissent une évolution d'environ 5% liée aux énergies, à l'eau et à l'organisation d'événements particuliers comme le recensement ou les élections. Le niveau des services au public est maintenu avec une capacité d'accueil maximale sur le Bourdis et le maintien des différentes animations et festivités. Les charges de personnel restent stables encore en 2019 avec une évolution d'environ 1%. La contribution pour la réalisation de logements sociaux sera en augmentation de 50 000 € par rapport à 2019. Les subventions aux associations seront maintenues, voire augmentées dans le secteur du sport et de la jeunesse. La contribution à l'école de musique sera également en augmentation suite à la croissance du nombre d'élèves, démontrant la très bonne attractivité de cette école. La subvention au CCAS sera maintenue au niveau de 2019. La mutualisation des services qui, avec le recul, a eu des effets très positifs en termes d'efficacité et leur modernisation se poursuit avec l'intégration d'un nouveau logiciel de gestion des aides à domicile. Les charges financières, enfin, restent stables grâce aux très bonnes conditions de taux lors des contrats de prêt négociés récemment. Donc voilà pour les dépenses de fonctionnement. Pour l'investissement, maintenant, la politique reste ambitieuse et dynamique et le besoin de financement est important. Évolution des dépenses d'investissement. Alors, le niveau d'investissement est significatif avec la poursuite des projets engagés précédemment, la réalisation de nouveaux projets et le lancement des études pour la réalisation de futurs projets. Le projet d'investissement le plus significatif en 2020 reste le réaménagement du cœur de ville. Ce projet, débuté en 2019, se déroulera sur plusieurs exercices. En effet, il s'agit de rénover entièrement le centre-ville, de la rue de la République en passant par les places longeant la Sorgue. Ce projet s'accompagne également d'une réflexion complète sur le stationnement en ville et aux alentours, avec les premiers éléments pour la réalisation de 3 parkings donnant accès au centre du village. Par ailleurs, la municipalité poursuit son engagement pour le maintien en état et la rénovation de son patrimoine bâti avec le lancement des études pour la réfection des façades les plus abîmées de l'église. L'étude pour la création de la médiathèque se poursuit également, avec l'inscription des crédits nécessaires à la sélection d'un architecte. Cette étape sera précédée de la rédaction du projet culturel de cet équipement. Au niveau sportif, la commune prévoit, comme décrit plus haut, de construire 2 courts de tennis couverts et d'étudier la construction d'une nouvelle halle sportive pour décharger le gymnase et offrir plus de créneaux aux associations sportives. En 2020, plusieurs projets de réalisation de logements sociaux devraient être engagés. La commune soutiendra ces projets. Les dépenses réalisées dans ce domaine viendront en effet en diminution du prélèvement 2022 et favoriseront la diminution de notre pénalité actuellement fixée à plus de 150 000 €, autour de 150 000 €. Épargne, besoin de financement et endettement. Alors le besoin de financement et le niveau d'endettement, voilà ce qu'il faut en dire rapidement. L'ambition des projets d'investissement entraîne pour 2020 un besoin de financement relativement important. Mais celui-ci sera revu avec les résultats de l'exercice 2019 qui seront présentés vers le mois de mars et que l'on peut supposer qu'ils seront alors positifs dans la lignée des résultats des années précédentes. L'emprunt budgétaire à ce stade
devrait être de peu près du même niveau que celui du budget primitif 2019, soit environ 3,5 millions, ce qui porterait le capital restant dû à 9 495 000 € fin 2020. L'endettement par habitant serait alors de 1 050 €, pour une moyenne de la strate de 850 €, mais seulement en 2018, donc avec 2 ans d'écart. La capacité de désendettement serait-elle de 10 ans, ce qui correspond à une gestion financière précautionneuse. Alors, le montant de l'emprunt peut paraître élevé, mais je rappelle que l'an dernier, il était prévu 3,5 millions et finalement, nous n'avons emprunté qu'1,5 million. Donc, il y a toujours un décalage entre les réalisations d'emprunt et les prévisions d'emprunt. La conclusion maintenant. En prenant en compte la croissance de sa population, la commune respecte le plafond de progression des dépenses de fonctionnement indiqué par les pouvoirs publics. Donc, c'est la référence à la loi de programmation des finances publiques, puisque nous avons 2% d'augmentation et que la loi prévoit 1,4 au maximum, donc on n'en est pas très loin. Les demandes en matière d'investissement restent fortes afin de rattraper le retard. Le besoin de financement ne peut donc encore être réduit, mais une inflexion est possible à terme. Mais l'important est d'avoir des ambitions, de les gérer avec intelligence, discernement et réalisme. Merci. Merci Patrick. Donc j'ouvre le débat. Avez-vous des questions? Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, voilà un budget et un programme qui pêchent encore cette année par trop d'optimisme et nous amène à vous lire vers un endettement bien supérieur à la strate des communes comparables. L'opération Cœur des villes n'en est qu'à son début et nous conduit vers de grosses dépenses et de gros emprunts. Et voilà que vous engagez, vous promettez des équipements dont on n'a aucune idée s'ils sont en lien réel avec l'évolution attendue de la population ou s'ils seraient prioritaires par rapport au développement de notre commune. À titre d'exemple, vous avez fait établir une étude sur les besoins d'équipements sportifs par Monsieur Piasecki, mari de Madame Piasecki, colistière, votre colistière, mais vous ne voulez pas nous la communiquer afin de justifier vos dépenses en matière d'équipements sportifs, qui ont par ailleurs bénéficié de nombreux budgets durant tout le mandat, mais aucun retour d'expérience ou d'informations concernant les réels besoins de notre population en matière d'équipements sportifs. Terrain de tennis couvert, boulodrome, médiathèque, façade de l'église, subventions aux associations maintenues ou en hausse pour le sport et la jeunesse. Autant de dépenses ponctuelles, mais pas d'informations préalables, donc sur les besoins réels de notre collectivité et sur ses perspectives de développement. Car si on tient compte d'une évolution de la population à 10 000 habitants avant 2025, ce sont également les coûts du service public dans sa globalité qu'il faut envisager. Vous ne pourrez maintenir la qualité de ce service sans la réévaluation des coûts de son fonctionnement. Vous parlez par ailleurs de transition écologique, dont vous êtes très prompt à dire qu'il ne s'agit que d'un dogme. Mais aucune mesure dans ce débat n'est évoquée. Comment allez-vous respecter les engagements du plan climat-air-énergie de notre territoire, document qui est en cours d'élaboration, si tout le budget est mis sur de la rénovation ponctuelle de patrimoine sans tenir compte des besoins? De cela, il n'en est pas question. Juste un peu de végétalisation pour obtenir une fleur, une libellule sur les panneaux, ça fait joli en entrée de ville, c'est tout. Ce n'est pas cela qui permettra à notre territoire d'absorber nos émissions de dioxyde de carbone et lutter efficacement contre le réchauffement climatique. Donc le plan air-climat-énergie territoriale devrait être approuvé en 2020 et aucune mesure dans votre budget ne répond à ces obligations, vous ne les anticipez pas. Que dire du besoin de solidarité? Au sujet des logements sociaux, par exemple, vous dites que des projets vont être engagés, mais lesquels? Car à part augmenter le nombre de logements à l'hectare au sein des orientations d'aménagement et de programmation, qui conduiront forcément à un nombre plus important de logements sociaux, quelle a été votre démarche auprès des bailleurs sociaux tout au long du mandat? Est-ce qu'il y a des choses actées avec ces bailleurs sociaux, des projets réels qui conduiraient à augmenter l'offre de logements? En conséquence de votre manque de vision d'avenir et de prospective, vous énumérez des opérations sans cohérence avec les besoins de notre commune et vous annoncez un besoin d'emprunt budgétaire de 3,5 millions d'euros, ce qui porterait donc l'emprunt par habitant à 1 050 €, largement au-dessus de la moyenne des villes comparables, comme vous l'avez rappelé, qui est à 850 €. En gros, vous avez augmenté l'encours de la dette de 2,5 fois, plus de 2,5 fois entre 2015
et 2020, la fin de votre mandat. Il était donc à 400 euros par habitant. L'encours de la dette était à 400 euros par habitant et elle passerait à 1050 euros par habitant. Ces nouveaux emprunts devraient donc logiquement augmenter l'annuité de la dette et donc réduire la capacité de la commune à investir, sauf à augmenter la durée des prêts ou augmenter l'impôt, comme vous l'avez fait en 2017, où la taxe d'habitation avait subi une augmentation de plus de 12% d'un seul coup, et la taxe foncière plus 9%, 9,6%. À ce rythme, nos finances ne pourront absorber les charges inhérentes au maintien du service public, charges qui seront les nôtres lorsque nous aurons atteint un niveau de population de plus de 10 000 habitants en 2025, et c'est dans 5 ans. Je répondrai, parce que, bon, je comprends tout à fait que vous êtes en campagne électorale, mais je respecte ça. Mais quand vous dites le budget, la présentation du DOB est basée sur beaucoup trop d'optimisme, hein, c'est les termes que vous avez donnés, je rappelle que depuis 2014, tous les débats d'orientation budgétaire nous ont valu cette taxation, trop d'optimisme. Mais dans la réalité, c'est l'inverse qui s'est produit, à savoir que nous avons prévu des budgets dont la réalisation en matière d'excédent sur les budgets de fonctionnement était très au-delà de ce qui avait été prévu. Et donc je rappelle que depuis 2015, nous avons systématiquement un budget de fonctionnement qui est en excédent, qui a atteint jusqu'à 1,4 million d'euros de positif et qui permet de basculer ces sommes, en totalité ou en partie, mais dans le budget d'investissement. Et c'est cette gestion rigoureuse et ces résultats obtenus qui permettent de négocier avec les banques des emprunts à des taux qui sont extrêmement compétitifs. Et donc je rappelle que les montants d'intérêt, lorsque nous sommes arrivés en 2014, se situaient au-delà de 180 000 euros tous les ans que nous devions rembourser. Et aujourd'hui, nous avons maintenu aux alentours de 110 000 à 115 000 euros annuels de montants d'intérêt. Donc je ne pense vraiment pas que ce débat d'orientation budgétaire, qui n'est pas un budget, je le rappelle, le budget sera voté au mois de janvier, n'est pas du tout basé sur de l'optimisme, mais du réalisme et des réalisations concrètes qu'on peut apporter en preuve, je dirais, de ces éléments. Voilà. Donc oui, je vous en prie. Juste, pourquoi annoncer des choses alors qu'elles ne sont pas faites Par exemple par exemple, la médiathèque, vous l'avez déjà annoncé l'année dernière. Il y a toujours des choses que vous annoncez et que vous ne faites pas. La preuve, c'est que vous dites qu'effectivement, au final, l'emprunt, il n'est pas le même que ce que vous annonciez. Je ne comprends pas votre démarche. Mais je vais répondre, si vous permettez, Pierre, je vais répondre. Je vois que vous n'avez pas trop l'habitude, effectivement, de gérer ces budgets. C'est un peu compliqué. Bon, lorsque l'on fait un budget, on le fait généralement avant les résultats annoncés de l'année précédente. Chaque année, j'explique, je réexplique. Et donc, il faut bien qu'on fasse apparaître le delta à financer, qui ne prend pas en compte l'excédent budgétaire de l'année précédente. Et ce n'est qu'après la validation du compte administratif qui a lieu au mois de mars et qui intègre les résultats de l'exercice précédent, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se situe entre 1 million et 1,4 million chaque année, que le réajustement a lieu et fait diminuer le recours à l'emprunt. C'est bien pour ça que Patrick Gay a pris la précaution de vous dire que le recours à l'emprunt devrait se situer dans les mêmes eaux que ce qui s'est passé sur l'exercice 2019, c'est-à-dire 2 millions d'euros, et non pas 3,5 millions. C'est comme ça. En ce qui concerne la médiathèque, nous avons annoncé l'année dernière que nous lancions une étude de faisabilité. Cette étude a été menée, donc elle a été financée par le budget. Cette étude a été menée, elle a été conclusive, de façon positive, ce qui nous permet de dire que l'année 2020 sera consacrée au lancement du choix de l'architecte qui doit nous finaliser un projet définitif. Ce projet définitif pouvant se dérouler sur l'année 2021 avec une inauguration en septembre 2022. Donc il est bien normal, me semble-t-il, que dans un débat d'orientation budgétaire, on donne cette information qui est majeure, puisque c'est un projet important et qui est impactant pour les Tournois. Pierre, Claire, vous aviez une question ? Ah.
Comme vous voulez. Je remercie Monsieur Gay du coup d'avoir pris en compte nos remarques de l'année dernière d'abord et de bien l'avoir souligné. Moi j'aurais deux petites questions du coup. Tout d'abord sur le développement des logements sociaux. Juste est-ce qu'en 2020 on a des déductions qui sont prévues du coup sur la pénalité SRU? Et une deuxième question sur la médiathèque, puisque vous parlez d'un projet attendu qui correspond à une réelle attente. Est-ce que vous avez eu des demandes, des courriers? Est-ce que vous avez fait une consultation, je ne sais pas, une étude auprès de la population pour savoir si c'est vraiment un réel besoin de la population? Merci. D'accord. Alors la première question qui concerne les logements sociaux, chaque fois que la commune est amenée à réaliser des travaux qui permettent de faciliter l'installation de bailleurs sociaux, des travaux de voirie, d'amener d'électricité, etc. Ces travaux viennent en déduction de la pénalité qui, je le rappelle, est de 150 000 €. Mais la déduction a lieu 2 ans après. Ça n'a pas lieu sur l'exercice où la somme est dépensée, ni l'exercice suivant. Ça a lieu 2 ans après. Donc voilà, donc il y a un phénomène de retardement, je dirais, de cette bonification. Donc ce que nous faisons chaque fois que nous pouvons, bien évidemment, c'est de pouvoir avoir des dépenses qui permettent de diminuer cette pénalité pour rendre cette pénalité active. Donc soit c'est une aide qui est apportée directement au bailleur social, et donc nous en avons voté un certain nombre, soit ce sont des dépenses d'aménagement. Et votre deuxième question qui concernait la médiathèque, alors si vous voulez, notre commune, 9 000 habitants, un peu plus, vous savez que le recensement va avoir lieu sur le mois de janvier, donc on va vers 10 000 habitants prochainement. Donc aujourd'hui, nous avons comme outil culturel une bibliothèque extrêmement réduite, qui est de qualité, très bien animée par des bénévoles, etc., mais nous avons, je crois, 3000 ouvrages, Marie-Hélène, ou 3400 ouvrages, ce qui est largement inférieur pour pourvoir les besoins culturels des 860 enfants que nous avons à l'école, de la maison de retraite et des habitants. Donc voilà. Donc je pense que l'accompagnement de la culture fait partie d'une responsabilité d'une commune, et de ne pas donner les outils aux taurois pour pouvoir participer, si vous voulez, à s'acculturer, je pense que ça serait un handicap majeur. Juste du coup, je reviens pour les logements sociaux. Est-ce qu'en 2018, vous avez pris des mesures ou voté, comme vous avez dit, certaines délibérations qui pourraient, en 2020, nous conduire à une réduction des pénalités? Alors oui, il y a eu des subventions qui ont été versées à des structures, donc Grand Delta Habitat notamment. Et les travaux, là je vous avoue pas avoir la réponse à l'instant T, mais je pense qu'on a réalisé un certain nombre de travaux qui peuvent être, je dirais, activés dans le cadre de cette pénalité. Mais les projets, et là-dessus je veux quand même rassurer la commune, les projets que nous avons, dont certains sont en train de démarrer, donc vous l'avez vu, autour de la commune. D'autres ont pris un peu de retard parce qu'un certain nombre de voisins, comme je l'ai dit tout à l'heure, font des recours. Bon, c'est un peu une maladie. Bon. L'ensemble de ces activités éloigne le risque d'augmentation de la pénalité SRU. Si nous n'avions pas de politique de développement des logements sociaux, la pénalité de 150 000 pourrait être multipliée par 4. Donc je pense que ça l'éloigne vraiment. Bonjour à tous. Moi, je veux une intervention un petit peu sur un aspect, je dirais un peu plus sur la forme, qui se traduit par, tout d'abord, enfin, j'aurais deux volets. Vous vous appropriez le titre d'un rapport donc, où baisser les impôts, c'est préparer l'avenir. Alors moi déjà, je vous avoue que ça me choque un petit peu. Pour moi, l'impôt fait qu'une société fait société. Et baisser les impôts, pour moi, ça ne prépare pas obligatoirement l'avenir. Et je pense que voilà, ça me gêne un petit peu, ça, dans un débat d'orientation budgétaire. Et pour moi, ça fait partie des dogmes aussi... Par ailleurs, alors, je ne suis peut-être pas très bon en comptabilité, mais vous parlez d'une augmentation sensible d'autofinancement régulière.
Pour moi, je suis désolé, quand je regarde les graphiques, je ne vois pas d'augmentation sensible d'autofinancement. Je en vois une en 2017, mais après, je vois un retour à une capacité d'autofinancement qui est identique à ce qu'il y avait il y a 5 ans en arrière. Donc voilà, mais peut-être que je ne comprends pas bien les chiffres. Et par ailleurs, sur des choses négatives, vous défaussez l'augmentation des impôts, par exemple, vous dites que c'est pour compenser des baisses de dotation de l'État. Pareil, si je regarde les tableaux, moi en 2017, justement, il y a une forte augmentation d'impôts. En fait, ça permet d'augmenter fortement l'autofinancement. S'il y avait une baisse des dotations de l'État si marquée, l'autofinancement aurait dû rester stable, effectivement. Donc voilà. Pour moi, c'est des mots là, et je ne les vois pas dans la réalité des tableaux. Pareil, je suis un petit peu surpris. Vous parlez qu'il n'y aura pas d'augmentation du budget CCAS. Mais un petit peu en amont là dans le débat, vous nous dites que vous avez porté une attention particulière aux personnes en difficulté dans le cadre du CCAS et que vous constatez une augmentation forte des besoins. Donc si vous augmentez votre attention à ces personnes-là et qu'il y a une augmentation forte des besoins, je suis curieux de savoir comment vous comptez faire sans augmenter les budgets. Donc en fait, là sur ces aspects-là, je trouve qu'en fait, vous prenez les chiffres et vous leur faites dire un peu ce que vous voulez et vous parlez qu'on était en campagne. Je ne sais pas qui est en campagne en fait, voilà. Après, il y a des choses qui me dérangent un petit peu plus sur le fond. C'est votre vision de la biodiversité et des enjeux énergétiques. C'est pour moi 2 enjeux forts des générations futures qui me semblent délaissés dans votre débat d'orientation budgétaire. L'énergie. Vous parlez de la gestion plus cohérente des circulations automobiles. Je suis totalement d'accord avec vous. Actuellement, tous les taurois qui souhaitent se rendre de l'autre côté de la commune font 1 à 2 km supplémentaires, soit à l'aller, soit au retour, mais dans tous les cas, ils les font. Est-ce que vous avez chiffré ce que cela représente en kilomètre parcouru, en CO2 émis? Et je pense que c'est énorme et inutile. Et il me semble que c'est de votre fait. Si on veut faire baisser les émissions de CO2, je pense qu'il faut faire revivre les centres-villes et pas en faire des musées. Pour ce qui concerne la végétalisation, vous avez raison, à la condition que ce ne soit pas ce que l'on voit actuellement, c'est-à-dire des arbustes. C'est-à-dire qu'il faut effectivement des arbres, il faut des grands arbres, il faut qu'on les plante jeunes et petits. Et c'est pas ce que je vois aussi là aussi, où on plante des arbres qui sont plutôt grands, qu'on attache qui ont un coût, transport, enfin faire pousser tout ça, qu'on attache, qui ne prennent pas obligatoirement, enfin bon, etc. Dans ce qui est toujours sur les aspects biodiversité, les révisions du plus que vous avez réalisées, à mon avis, ne vont pas dans ce sens aussi. Les déplacements du silo à blé, à mon avis, en est un exemple. Et vous parlez de faire des efforts pour obtenir une 3e fleur, c'est bien, mais je serais curieux de savoir les critères qui ont permis d'obtenir ces premières fleurs et de quelle réalisation il s'agit et à qui on les attribue du coup. Les enjeux, pour moi, l'urbanisation, doit être un arrêt complet, qu'elle soit sur des terres agricoles ou sur des terres boisées. Et c'est le premier facteur important pour défendre notre environnement, la biodiversité et les enjeux énergétiques d'avenir. Vous concluez, l'important est d'avoir des ambitions, je suis d'accord avec vous. Les gérer avec discernement, intelligence et réalisme, permettez-moi d'en douter. Merci. Donc je vois deux grandes questions dans votre intervention. La première qui concerne des aspects financiers. Donc, je vous confirme que l'amélioration de l'autofinancement a été continuelle depuis 2015. Continuelle, on vous fournira les tableaux, donc sans aucune difficulté. Et je dis bien l'amélioration des réalisations, pas des budgets prévisionnels. Parce qu'on m'accusait d'être optimiste, les budgets prévisionnels sont toujours plus pessimistes. Et dans la réalisation, l'amélioration de l'autofinancement est continuelle, supérieure à 1 million d'euros. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que les baisses de dotation de l'État, qui ne sont pas intervenues que de notre mandat depuis 2014, mais en cumul, c'est plus d'1,4 million, 1,4 million euros que l'État a diminué en versement à notre commune. Donc je rappelle que le budget à l'époque de 2014 était de 7 millions d'euros.
donc une baisse de 1,4 million en recettes, c'est pas neutre. En ce qui concerne le CCAS, oui, nous augmentons nos interventions parce que grâce à une meilleure gestion. Donc, comme vous le savez, nous avons mutualisé un certain nombre de fonctions, les fonctions ressources humaines et les fonctions comptabilité, qui sont aujourd'hui absorbées par la commune et qui viennent alléger d'autant la charge du CCAS. Et donc, ces économies-là ont pu être mises à profit auprès des bénéficiaires. Alors, en ce qui concerne les travaux, oui, nous revendiquons que les travaux sont bien de notre fait. Les travaux qui pénalisent aujourd'hui les taurois, c'est évident, mais fallait-il ne pas faire de travaux rue de la République ? Je ne sais pas, parce que depuis des années, les gens réclamaient ces travaux. Nous voyons notre rue de la République qui se dégradait, notre beffroi qui tombait en semi-ruine, et je pense qu'il était important que la commune se saisisse de cette réalisation. Alors, bien sûr que ça fait circuler les voitures un peu différemment actuellement, mais je vous rassure, ça va être amplifié prochainement, puisqu'il va y avoir une fermeture du pont de Douzamont pendant 3 mois, de façon à pouvoir réaliser le reste des travaux, et donc les passages au cœur de la commune ne pourront plus être réalisés. Juste sur ce point, je ne pense pas que mon collègue parlait des travaux, mais je pense qu'il parlait plutôt du sens unique. D'accord, c'est possible, mais comme il n'avait pas précisé, bon. Alors, en ce qui concerne les plantations, je suis complètement d'accord avec vous, il faut planter des arbres qui aient capacité à grandir. Donc, il ne faut pas les planter grands, il faut les planter plutôt petits, mais qu'ils aient une capacité à grandir. C'est ce qu'il y a dans le projet Cœur de Ville, comme vous avez pu le voir, puisque nous l'avons, exposé. En ce qui concerne les fleurs, la première fleur a été obtenue avant notre arrivée en 2014, et donc nous ne la revendiquons pas, mais nous revendiquons la deuxième fleur que nous avons obtenue en 2016. Donc voilà. Donc ce qui avait été initié en 2014 sur, ce critère-là, nous a convenu, et la preuve, c'est que nous l'avons amplifié pour obtenir la deuxième fleur. Permettez-moi de réagir. Si les tableaux ne sont pas les bons, présentez-nous les bons dans un débat d'orientation budgétaire. Moi, il n'y a pas de souci. Concernant les travaux, effectivement, moi je parlais du sens unique. Je pense que des travaux au cours de la République, il y avait des choses de prévues avec pas un sens unique, mais avec une zone de partage. Voilà. Je pense que vous dites le beffroi, il y a eu des travaux qui ont été faits avant votre mandat justement pour le consolider à l'intérieur. Effectivement, ça se voit pas. C'est pas dans l'apparence, c'est plus sur le fond des choses. Et pour les fleurs, je serais curieux de savoir sur quels critères la deuxième fleur a été attribuée. Oui, il n'y a pas de souci. Qui sont définis par l'organisme qui porte, ces labels. Je reviens sur le tableau parce que mon explication visiblement ne vous a... Voilà, c'est ce que je vois. Donc, j'ai bien précisé la réalisation, quand vous voyez l'année 2016, 2017, 2018, où on est à 1,5 million en 2017, 1,4 million en 2018. Le 2019, c'est le budget prévisionnel qui est taxé d'optimisme. Non, il est pessimiste parce que nous allons le dépasser. Et le budget prévisionnel 2020, qui n'est pas encore acté, mais lui ressortirait à 838 000. C'est-à-dire qu'on aurait en budget prévisionnel déjà une meilleure prévision que celle de l'année 2019. Attendez le mois d'avril, lorsque le compte administratif sera voté, et vous verrez apparaître quelle est la réalité, de l'épargne dégagée par le budget de fonctionnement. Dans le débat, vous parlez d'un bilan sur un mandat avec une progression sur plusieurs années. Moi, si je compare 2014 à 2020, j'ai 60 000 euros d'écart, quoi. Sur un budget de la commune, c'est pas énorme. Avec effectivement une variation importante 2017 liée aux augmentations d'impôts et 2018, mais voilà. Effectivement, peut-être que je me trompe. Mais vous vous trompez, alors je reprends. Je reprends parce qu'il faut quand même... Vous savez, les chiffres, ils ont quand même un intérêt, c'est qu'ils parlent, quoi. Donc en 2014,
l'épargne nette de la commune était de 86 399 euros. Bon, c'est monté à 231 000 en 2015, 179 000 en 2016, 866 000 en 2017, 779 000 en 2018. Ça, c'est le réalisé. Le réalisé. Le budget prévisionnel, je dis bien le budget prévisionnel, faisait apparaître une épargne nette de 13 992. Il n'est pas fini le budget. Il reste encore 15 jours. Attendez le mois d'avril et vous verrez où en est la courbe. Et moi, je vous annonce dès à présent, parce qu'on a quand même un certain nombre de chiffres, que ce sera du même tonneau et peut-être meilleur que l'année 2018. Donc ça veut dire qu'on est passé d'une épargne 2014 et on a eu la gentillesse de ne pas mettre l'épargne réelle de 2013, car elle était négative, je tiens à le dire, et là, nous sommes donc plutôt 860, 779. Je parle d'épargne nette, c'est-à-dire une fois les remboursements d'emprunts réalisés. Voilà. Et donc, notre prévision budgétaire 2020 fait déjà apparaître, mais ce n'est qu'une prévision, un montant supérieur à la prévision de 2019. On verra bien en mars 2021 combien ça sera. Donc voilà, donc ça c'est un point sur lequel je suis vraiment complètement rassuré. Systématiquement, les DOB, on a été attaqué là-dessus, systématiquement nos comptes administratifs ont fait apparaître des résultats positifs. Bon, c'est comme ça. Et en plus, c'est pas nous qui les arrêtons, le compte administratif, c'est le trésorier. S'il vous plaît. Oui. Oui, monsieur Nicolas. Moi, en fait, dans le... Monsieur le maire. Monsieur Nicolas, monsieur le maire va répondre à monsieur Nicolas. Donc c'est ça, d'accord. Ok, c'est bien. Moi, quand je lis l'augmentation sensible de la capacité d'autofinancement sur les dernières années et encore en 2020 témoigne des effets vigoureux d'une gestion rigoureuse et constante, j'ai quand même un sentiment un peu de malaise. J'ai quand même le sentiment que c'est de l'autosatisfaction. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est peut-être c'est que d'autres le déterminent de manière extérieure et disent ça pourrait être sympathique. Mais que vous le disiez vous-même, ça me gêne un petit peu. D'autre part, dans les projets d'investissement, cette année, on a vu que beaucoup de projets n'arrivaient pas au bout pour un certain nombre de raisons. Et le centre-ville est très en retard, la maison Ribéry, quoi. Il y a un certain nombre de projets, je ne vais pas tous les énumérer, je les énumérerai peut-être au budget. Je les énumérerai peut-être quand on sera au budget, proprement dit, à la prochaine réunion. Et avec des projets qui ont complètement changé de forme, comme la maison des médecins qui est passée de la cave à une maison complètement différente, imaginée en centre-ville. Il y a des choses qui sont avec, finalement, qui a géré ça? J'ai l'impression quand même que c'est vous qui l'avez géré directement. Mais enfin, je me trompe peut-être. Et sûrement, oui, sûrement. Je me trompe sûrement. Mais je me trompe sûrement, d'ailleurs c'est parce que je me trompe comment enlever ces... Excuse-moi Jacques, mais tes propos haineux me hérissent le poil. Et d'autre part, tes conclusions, alors pose tes questions, c'est un débat, c'est pas un truc, c'est pas une explication de texte. Alors je commence vraiment à être ennuyée par tes propos. Alors Marie-Hélène, je vais te dire une chose, ça ne me gêne pas du tout que tu sois ennuyée par mes propos. Ça me rassure non, plutôt. mais ça, je m'en doute bien. Ça, voilà, mais enfin, quand même, il arrive un moment où tu peux avoir un peu de décence, surtout par rapport aux travaux que tu as participé à ces travaux. Alors, je t'en prie. J'ai participé à ces travaux, et d'ailleurs, probablement pas assez bien, puisqu'on me les a retirés. Donc, il y a... voilà. Mais c'est très bien de faire réagir les autres, c'est assez intéressant. Oui, la question. Non, il y a d'abord des remarques, parce qu'après tout, finalement, on a aussi le droit de faire des remarques. Vous faites une espèce d'autosatisfaction, on peut aussi la contredire. Donc, je parlais de la maison des médecins. Donc, je disais qu'un certain nombre de travaux avaient pris du retard. Et pour un certain nombre de raisons, en particulier techniques, parce qu'on a l'impression que tous ces travaux, c'est un petit peu difficile par les personnels de la mairie, parce que tout arrive à la fois, il faut tout faire, on fait tout un peu dans l'affolement. Pas mal quand même avant les élections. Alors ça aussi, tout à l'heure, Véronique Agoguet parlait comme une candidate, mais aujourd'hui, le maire, c'est aussi un candidat. Il ne faut pas l'oublier, ça. La médiathèque.
Je croyais que dans le cadre de la médiathèque, le processus donc passait par l'embauche des responsables culturels. Donc on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'en 2020, on avait de faire simplement la première partie de l'étude. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que on parle de la médiathèque. Dans ce projet qui concerne normalement, ce budget qui concerne normalement 2020, on parle de 2021, de 2022. C'est un peu comme si, c'est un peu la liste au Père Noël, quoi. On rajoute des trucs. Ah oui, mais moi je commanderais bien une médiathèque dans 2 ans. On s'est pas occupé du tout de médiathèque pendant tout ce mandat. Et là, tout d'un coup, une médiathèque dans 2 ans qui va sortir. Une médiathèque qui coûte quand même 1 million de plus que la médiathèque de Perne et qui va nous coûter 300 000 balles par an de frais. Bon, voilà, c'est autre chose. Mais je sais que c'est faux. Je sais que c'est faux. De toute façon, ici, il y a autour de la table à peu près 80% des gens qui vont penser que ce que je dis est faux. Donc, c'est très bien, mais c'est peut-être aussi pour ça que je le dis. Parce qu'il y a un moment où il faut peut-être sortir d'une espèce de gang à la fois d'autosatisfaction et de prise de pouvoir. Il y a une chose que je n'ai pas vue dans ces travaux, par contre, c'est la mairie. La mairie, elle est fragilisée, elle a des grosses difficultés de structure, il faudra probablement faire des travaux, et ça n'apparaît nulle part. Alors ça peut faire une dépense qui va quand même être assez importante. Elle est nulle part, et pourtant ça, il faudra le faire, puisque c'est comme le CCAS il y a quelques années, ça a créé un réel danger, ça a créé un réel besoin. Et puis, on parle d'équilibre entre la culture et le sport, mais on a quand même surtout acté le sport pendant toute cette période-là. On va construire 2 tennis supplémentaires. La halle au sport, elle a complètement disparu. L'autre halle, on l'a fait disparaître. C'est une espèce de prestidigitation qui est assez intéressante. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Je suis désolé, mais je ne suis pas très, très habile encore dans cet exercice de l'opposition. Mais j'ai peut-être quelques mois et peut-être un mandat complet, à moins que ce soit vous qui passiez de l'opposition, ce qui serait assez agréable. Je vous signale au passage que les places électriques, place du Chasselas, il y en a 4, mais il n'y en a que 3 qui sont actées aujourd'hui. Alors je disais, alors on discutera point par point sur le budget proprement dit au mois de janvier, mais moi, honnêtement, après le calendrier de la vie, là, de l'Avent, là, ben c'est la liste au Père Noël. On en rajoute, et puis... Alors vous arriverez toujours, parce que vous êtes habile avec votre air de professeur, là, d'expliquer pourquoi on est mauvais, pourquoi on ne sait pas les choses, pourquoi... Ça, c'est très très fort, il y a une capacité de séduire un auditoire. Moi, je suis bluffé, hein. Dans toutes les réunions de quartier, c'est pareil. Les réunions de quartier qui sont normalement des échanges, il y a une personne qui exprime, là, doctement, la vérité. Donc, c'est très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. J'interviendrai encore dans la prochaine décision. Je vous remercie. Très bien. Je dirais simplement que la principale responsabilité de M. Nicolas, c'était de piloter les travaux. Donc, s'il y a des retards, peut-être qu'il y a un lien. Je m'attendais voilà. tout à fait à cette remarque. Bon. Tout à fait à cette remarque. Mais donc, heureusement... avez-vous d'autres questions sur le débat d'orientation budgétaire? Moi, j'ai juste une réponse. C'est qu'il y a tellement de gens qui sont intervenus sur ces travaux que je veux bien prendre l'entière responsabilité, mais quand le maire se présente sur les réunions de chantier à peu près 1 fois sur 2, on peut se demander où est la responsabilité. Voilà, c'est tout. Donc je soumets à votre délibération la prise en compte de ce débat d'orientation budgétaire. Y a-t-il des oppositions? Donc 3 ou 4 oppositions, des abstentions. Donc une abstention. Donc adopté à la majorité. Donc la délibération suivante traite de l'acquisition d'une parcelle cadastrée B264, lieu-dit la Galifette. Donc c'est Christian Royer qui la présente? Non, c'est Christiane, pardon, excuse-moi. Donc, par courrier en date du 18 mars 2019, la SAFER a informé la commune du projet de vente de la parcelle cadastrée section B264 au lieu-dit La Galifette, accessible par le chemin rural de la Boussière, représentant une superficie de 3 350 mètres carrés pour un montant de 14 000 €. Ce terrain qui appartenait à monsieur et madame Leroux devait faire l'objet d'une transaction au profit de madame Déméter Brenda. Ce terrain est classé en zone A au plan local d'urbanisme qui est destiné à l'activité agricole et aux constructions liées et nécessaires aux besoins de cette activité particulière.
Compte tenu des risques de détournement de l'activité prévue dans ce secteur engendrés par ce projet de vente, la SAFER a préempté ce bien avec révision de prix. La SAFER a proposé d'acquérir ce terrain pour un montant de 10 000 €, soit environ 2,98 € par mètre carré. Conformément à la réglementation, ce bien devra faire l'objet d'un bail de location à un agriculteur pendant une durée minimum de 15 ans à compter de la date de l'acte de vente. Monsieur Montagar Nicolas, agriculteur riverain, a donné son accord pour louer ce terrain. Il est envisagé de fixer le prix de la location à 260 € par hectare par an, soit 87,10 € par an, actualisable chaque année selon la variation de l'indice des fermages. Pour officialiser cette opération, la SAFER sollicite la signature d'une promesse unilatérale d'achat et propose que l'acte de vente soit préparé par l'étude de maître Karine Tassi-Kelcher, notaire à Lagnes. Il est rappelé que les frais d'acquisition inhérents à la SAFER, notaire, honoraires d'intervention, frais de stockage, soit 2 400 €, seront pris en charge par la commune. Le prix d'acquisition est de ce fait porté à 12 400 €. À cette somme, il conviendra d'ajouter les frais de notaire liés à la revente à la commune de l'ordre de 1 770 € environ. Il convient que le conseil municipal se prononce sur cette acquisition, ainsi que sur la location et autorise Monsieur le maire ou Monsieur l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer l'ensemble des pièces nécessaires à cette opération. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Merci, Christiane. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Pierre Clerc, je vous en prie. Oui, donc il y a eu une révision de prix de la part de la SAFER. Cette révision, elle reste quand même à un prix élevé. Est-ce que la communauté est intervenue là-dessus? Oui, non? C'est la SAFER, si vous voulez, qui... c'est vraiment pour éviter que s'installent des caravanes, hein, pour parler clair. Hein. Et donc c'est la SAFER qui on a la garantie que ce n'était pas des agriculteurs au départ, c'est ça? D'accord. Même on savait exactement qui c'était. D'accord. Oui. Le souci, c'est de savoir si c'est des agriculteurs ou pas. On est sur une terre agricole. Est-ce que la commune a d'autres terrains dans cette zone? Contigu ou pas? Il est possible, non, pas mitoyen là, non. D'accord, ok. Oui, parce qu'il y a le risque. Une des inquiétudes, c'est que vu qu'on déplace le silo comme ça sur les terres agricoles, si la commune se retrouve propriétaire de grosses zones, on est peut-être capable d'y faire je ne sais pas quoi. Donc voilà, ça fait partie de mes inquiétudes aussi. Juste une petite remarque pour un peu détendre cette atmosphère, c'est que vous parlez de gestion remarquable, mais vous allez acheter cette parcelle 14 170 € et vous allez la rembourser à 87,1 € par an, ce qui représente un remboursement en 162 ans. Ça me semble pas être l'investissement du siècle. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, sauf qu'on en reste propriétaire. Voilà. C'est une location. Oui. Mais... Enfin, des gens qui ont des retours sur investissement sur 162 ans, je ne pense pas qu'ils puissent s'en vanter beaucoup. Enfin, c'est très bien. Mais il y a d'autres raisons, je pense. Mais c'était juste pour détendre parce que je sens un peu tendu parfois. Avez-vous d'autres questions? Oui, Madame Agoguet, je vous en prie. On va payer 2 fois les frais de notaire, une fois pour la vente à la SAFER, une fois pour la revente à la commune. Il n'y a pas moyen d'aller directement au but et d'acheter au propriétaire, ou c'est la procédure? Alors, dans ce cas-là, l'agriculteur qui reprend l'activité sur ce terrain n'est pas propriétaire, mais simplement fermier. Donc ça ne l'intéresse pas, il y a 3000 m², ça ne l'intéresse pas du tout de devenir propriétaire de 3300 m². Voilà. Non, la question, c'était plutôt que de passer par la SAFER, c'est que nous, on achète directement. Il doit y avoir peut-être une procédure et on est obligé de passer par... Non, parce que le fait que la vente ait été faite au préalable, puisqu'il y a déjà, lorsqu'on est informé de ce genre de fait, il y a déjà eu un compromis de passé.
Donc la seule solution, c'est d'informer la SAFER et de leur dire, attendez, là, qu'est-ce qui se passe pour qui est cette personne. Ça, c'est un travail, on va dire, quasi pas quotidien, mais hebdomadaire. Voilà. Donc de la surveillance de tout de tous les échanges qui se font. Il n'y avait pas moyen de se substituer à la SAFER dans le cadre de la vente. On préempte à la SAFER. Il n'y a pas possibilité de faire autrement. C'est ça qui est compliqué. Mais bon. Donc je propose à votre délibération d'acquérir la parcelle cadastrée B264, lieu-dit la Galifette, pour une superficie de 3 350 m² auprès de la SAFER PACA pour un montant de 12 400 €. Deuxièmement, s'engager à louer ce bien à un agriculteur pendant une durée de 15 ans minimum. D'autoriser l'allocation de cette parcelle à M. Montagard Nicolas, agriculteur riverain, et de fixer le loyer à 260 € par hectare et par an, soit 87,10 € par an, actualisable chaque année selon la variation de l'indice des fermages. Charge maître Karine Tassi-Kelcher, notaire à Lagne, de préparer l'acte, dit que la commune prendra en charge les frais liés à cette opération et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué aux affaires foncières à signer les différents documents. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc adopté à l'unanimité. Donc Marie-Hélène, si tu veux bien nous parler du contrat de prestation de services enfance-jeunesse avec la caisse d'allocation familiale de la MSA. Donc je vais vous présenter cette délibération d'une manière très détendue. Donc la commune offre aujourd'hui des services d'accueil pour toutes les tranches d'âge. Donc il y a la crèche, il y a l'accueil collectif des mineurs et bien sûr l'espace jeunesse. Pour développer cette politique enfance-jeunesse, la commune est soutenue par la CAF et par la MSA à travers 2 dispositifs. D'abord la prestation de services ordinaires, PSO, qui est versée aux structures d'accueil en fonction du nombre d'actes réalisés. Cette prestation est attribuée à toutes les structures d'accueil. La prestation de service enfance, PSE, qui est versée aux structures disposant d'un contrat enfance-jeunesse, CEJ, ce type de contrat n'est pas présent dans toutes les communes. Le contrat enfance et jeunesse est un contrat d'objectifs et de cofinancement qui contribue au développement de l'accueil destiné aux enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans révolus, en favorisant le développement et l'amélioration de l'offre d'accueil par une localisation géographique équilibrée des différents équipements et actions inscrits au sein de la présente convention, la définition d'une réponse adaptée aux besoins des familles et de leurs enfants, par la recherche de l'implication des enfants, des jeunes et de leurs parents dans la définition des besoins, de la mise en œuvre et de l'évaluation des actions, par une politique tarifaire adaptée permettant l'accessibilité aux enfants des familles aux revenus modestes. Recherchant l'épanouissement et l'intégration dans la société des enfants et des jeunes par des actions favorisant l'apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. Il s'agit de la dernière génération de CEJ. En effet, la convention d'objectifs et de gestion établie par la CNAF prévoit ensuite la signature sur les territoires de conventions territoriales globales qui s'appelleront CTG. Le premier contrat entre la commune et la CAF et la MSA date de 1998. La mutualité sociale agricole est associée depuis 2003 au dispositif à part entière. Celle-ci peut contracter conjointement avec la CAF et la collectivité locale dans la mesure où elle participe à chaque étape de la démarche et apporte un financement en rapport avec le nombre de ressortissants du régime agricole. Son financement vient s'ajouter à celui de la CAF. Dans le futur contrat, la participation MSA représentera 5% de la subvention de la CAF, comme dans le précédent. Le contrat préparé pour les années 19, 20, 21, 22 s'inscrit dans la continuité du contrat précédent. Il ne présente pas d'action nouvelle. De plus, l'action formation BAFA et BAFD a été retirée car elle n'a pas été réalisée sur le contrat précédent.
Les actions inscrites au présent contrat sont les suivantes. Le Bourdis pour l'accueil extrascolaire, la Calade pour l'accueil périscolaire, les jardins aussi, la passerelle pour l'accueil aussi périscolaire, le club jeune City View, les camps City View, le poste de coordonnateur à 40%. Il s'agit d'améliorer le niveau d'accueil sans augmenter le nombre de places. Ceci passera par une meilleure gestion des procédures d'inscription, mais également une adaptation des services aux besoins des populations. Le financement de la CAF sur ces actions, ainsi que sur la coordination du contrat, peut s'élever à 131 231 € par an si un certain nombre de critères sont respectés, comme un taux de fréquentation supérieur à 60%. La convention, jointe en annexe à la délibération, définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la PSE et jeunesse, PSEJ, jusqu'au 31 décembre 2022. Elle prend effet le jour de la signature par l'ensemble des parties. Je vous prie de bien vouloir en délibérer. Marie-Hélène, merci. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Neza, je vous en prie. Madame Lily. J'aimerais juste revenir juste un moment sur les propos qui ont été échangés tout à l'heure. Vous avez posé la question de savoir si on était au théâtre ici. Non, on n'est pas au théâtre. Et il y a certains propos qui ont été tenus qui n'honorent absolument pas cette assemblée, donc je tenais quand même à le dire. Plus sur ce rapport, j'avais juste une question. Est-ce que le projet éducatif qui a été voté, il me semble, en octobre, sera pris en compte dans l'élaboration de ce contrat? Merci. Oui, il va falloir d'ailleurs qu'on le revoie, puisque je n'étais pas au conseil municipal exceptionnellement, et je sais qu'il avait suscité quelques réactions de votre part. Donc oui. Donc on doit le revoir sur la forme surtout, parce que sur le fond, je pense que c'était correct. Et bien évidemment, ça apparaîtra dans ces contrats. Voilà. Oui, que ce soit avec la CAF ou avec la MSA, ça intègre bien évidemment ces contrats-là. Oui. Très bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose en délibéré d'autoriser le maire à signer la convention enfance et jeunesse et ses annexes proposée par la Caisse d'allocation familiale et la Mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse pour la période 2019 à 2022. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, merci. La délibération suivante traite d'une prise en compte de la modification du tableau des effectifs théoriques du personnel. Donc, comme vous le savez, lorsque des agents de la collectivité sont amenés à changer de grade, généralement par promotion, le grade qu'ils quittent souvent devient vacant et il faut créer un grade pour que leur permettre d'avoir cette évolution de carrière. Donc, il convient, et c'est ce que on vous demande de prendre en compte, de créer un poste d'attaché principal pour permettre 2 avancements de grade, un poste d'attaché principal étant déjà vacant, donc une seule création suffit. En contrepartie, il faut supprimer 2 postes d'attachés territoriaux suite à ces 2 avancements de grade. Ensuite, il faut créer un poste d'ATSEM principal de 2e classe pour un agent de la filière technique qui change de filière et supprimer un poste d'adjoint technique principal de 2e classe suite à ce changement. Et puis, il faut supprimer 2 postes. Un poste d'adjoint d'animation principal de 2e classe, poste non pourvu, et un poste d'adjoint d'animation territoriale, un agent qui est en disponibilité non remplacé dans l'immédiat. Donc, l'effectif réel de la commune est de 111 postes occupés pour un nombre de postes théoriques de 115. Avez-vous des questions ? Donc, vous n'avez pas de questions, donc je vous propose d'approuver cette modification du tableau qui vous est présenté, applicable au 1er janvier 2020, et bien évidemment, dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant à ces emplois seront bien inscrits dans le budget de l'exercice 2020. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, approuvé à l'unanimité. Le dernier rapport traite du rapport annuel du syndicat des eaux Durance-Ventoux
qui est un document de 50 pages ou 60 pages, 280 pages. 280 pages, et pour lequel Christian Royer nous a fait un petit résumé. Merci. Le Code général des collectivités territoriales prévoit la réalisation chaque année de rapports annuels sur le prix et la qualité du service public d'eau potable. Celui-ci est établi par le syndicat des eaux Durance-Ventoux, auquel la commune est adhérente. Ce rapport retrace l'activité du service pour l'année civile et pour l'ensemble du territoire pour lequel la collectivité organise le service de distribution de l'eau. Il comprend une partie sur le prix et la qualité de l'eau potable et une partie sur l'activité du syndicat. Il est mis à la disposition du public dans les conditions prévues par l'article L. 1411-13 du Code général précité. Il est consultable en mairie et sur le site internet de la commune. Je vous propose que le Conseil prenne acte de ce rapport. Donc, quelques chiffres et les comparaisons par rapport à l'année. Donc, cette année, donc, on regarde l'année 2018. Donc, par rapport à 2017, il y a une baisse de la production, une baisse donc de la consommation de l'eau de 7 831 000 à 7 285 000 mètres cubes. En commune du Thor, pareil, une baisse très sensible, donc de 545 917 à 453 796 mètres cubes. Ce qui fait comme des chutes de 7% au global et presque 17% pour la commune de consommation. On peut tourner. Change de... Au niveau, donc ça c'est l'évolution de la consommation donc moyenne, mais pour tout le syndicat. Donc on passe en gros de 144 mètres cubes par ménage par abonnement domestique à 114 mètres cubes pour en 2018. Donc il y a une baisse donc, régulière de consommation donc des domestiques. On change. Donc là, la production a baissé de 3,3%, donc passant de 10 638 000 à 10 282 000 donc, mètres cubes. Le linéaire de réseau est pratiquement stable. À la commune, bon, également. Le nombre d'abonnés donc n'a peu changé, donc il y en a en gros 400 et quelques de plus globalement. Et la commune, donc c'est à peu près stable. La consommation donc, moyenne est passée comme de 125 mètres cubes par an à 114, donc moins 8,8%. Et comme on l'a vu tout à l'heure, donc pour le Thor, un peu plus. Le rendement donc, du réseau de distribution a légèrement baissé, ce qui n'est pas très bon, mais il est de 71,7%, alors que de par les objectifs du Grenelle 2 est de 67,53%. Donc c'est encore acceptable, mais il est quand même amélioré. Au niveau, donc, un des points qui est analysé également, c'est l'indice linéaire des pertes en réseau. C'est pour savoir donc s'il y a beaucoup de pertes d'eau ou pas. Donc il y a on était à 5,55 mètres cubes par jour et par kilomètre. On est passé à 4,99 mètres cubes par jour et par kilomètre. Donc c'est toujours la perte en eau a augmenté, mais on est toujours donc inférieur à 6 mètres cubes, qui est donc au niveau donc de la Fédération nationale des collectivités concédantes et des régies, qui est donc le meilleur résultat qu'on peut obtenir, qui est donc dit satisfaisant. Une des raisons pour laquelle il y a plus de pertes, et comme le rendement a baissé, c'est du fait que le linéaire étant le même et que la consommation a baissé, eh bien, le pourcentage a augmenté. Les conformités, donc, la conformité donc, d'analyse physico-chimique, ben, c'est 100%, 100%, ça ne change pas. C'est bon. Au niveau du prix de l'eau, donc, il y a eu une renégociation donc, pour 10 ans entre le syndicat des eaux et Suez. Enfin, il y a eu un appel d'offres qui a été lancé donc, en DSP, en délégation de service public, et Suez a été reconduit, mais il y a eu des renégociations. Ça, comme vous pouvez constater, donc, le coût de l'eau
aura une baisse de 2,34% entre 2018 et 2019. Au niveau, la part du délégataire a baissé sensiblement et la part du syndicat a augmenté de façon à reconstituer des réserves pour pouvoir faire des investissements. C'est pour ça qu'au niveau de services d'eau potable, le prix restait pratiquement stable, mais en augmentant la part du syndicat et en baissant celle du délégataire. Également noter que le coût de l'incidence pollution a baissé également. Donc on arrive donc à auparavant donc on était à 2,04, enfin en arrondissant, euros le mètre cube et on passe à 1,99 euros le mètre cube. Oui, bon, je suis désolé, moi, mauvais élève, j'ai pas eu le temps de le lire, le rapport. Par contre, dans ce qui vient d'être dit, là, il y a des choses qui m'interrogent. Début du rapport, je trouvais que c'était bien. Plus tard, je me disais, la mairie a mis la pression sur la SDEI pour qu'ils fassent des travaux, puisque c'est bien connu que les pertes d'eau sont énormes dans les réseaux. En fait, au vu des tableaux, je suis désolé, c'est pas un pourcentage que vous annoncez, c'est un volume. Donc, la baisse de la consommation justifie pas l'augmentation des volumes. Du rendement, pour le rendement. D'accord, pour le rendement, mais dans les volumes, on n'est pas dans du rendement, on passe de 4,55 à 4,99. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'effort de fait sur le réseau. Ça veut dire que les taurois, par contre, sont sensibilisés et ont moins consommé, alors que c'est une année particulièrement sèche où il peut y avoir une augmentation de la consommation. Moi, je trouve que félicitations aux taurois. Par contre, on n'a pas mis la pression sur la SDEI pour réparer les fuites, je vois. Alors, le problème, c'est que la réparation des fuites sur les réseaux où il y a, je ne sais plus... le linéaire, il y a 1600 km de réseau. Donc, je sais pas, comme le Thor, par exemple, il y a beaucoup eu de travaux. Lorsqu'il y a des travaux, il y a également des pertes. Et par contre, les efforts, donc, ils sont de différentes sortes. Il y a aujourd'hui donc des essais pour faire des baisses de pression. Parce que qui baisse de pression dit qu'a priori des baisses aussi de fuite d'eau. Et il y a des mesures donc qui sont... Il y aura beaucoup plus de mesures de débitmètre de façon à analyser où sont les fuites et surtout avec les différences entre les débitmètres, les mesures la nuit et le jour pour essayer de déterminer les emplacements de fuites. Non, mais je suis d'accord, je dis pas que c'est facile et je dis pas qu'il faut que tout soit résolu d'un coup, mais enfin là c'est négatif quoi. C'est-à-dire que ça croît. C'est 5 mètres cubes par jour et par kilomètre d'eau traitée. Avec le chlore et tout ça qui part dans les nappes. Il faut comparer, c'est comparable, disons. Hein. Là, de par le Grenelle 2 inférieur à 6%, à 6, c'est bon. Parce qu'il y a satisfaisant, moyennement satisfaisant, etc. Il y a quatre critères. Et on est dans le meilleur aujourd'hui. Alors, je dis pas que c'est bon. Une partie, si vous permettez, une partie de l'explication vient aussi du fait qu'en 2018, on a eu deux fuites extrêmement importantes qui ont eu lieu sur le réseau, en amont du pont de Douzamont, là, quartier Saint-Roch, et dont une qui a duré globalement toute la nuit, puisque l'information n'est parvenue que le matin. Bon, et bien évidemment que ça pèse dans ce chiffre qui est pas en amélioration, c'est tout à fait vrai. En revanche, l'amélioration, c'est quand même la diminution de la consommation d'eau par chacun des taurois. Et ça, c'est très significatif, et c'est un point qui est favorable, puisque on s'améliore bien mieux que le reste de notre territoire. Non mais je suis d'accord, mais enfin, peut-être que la fuite, je ne sais pas s'il explique ça, 5 mètres cubes par kilomètre et par jour, si je le ramène à 93 km, je vais arrondir à 100, ça fait 500 mètres cubes par jour d'eau qui part dans des fuites, quoi. C'est énorme. Je vous en prie, Néza. Oui, merci. Du coup, j'entends que c'est inférieur à 6%, donc ça reste relativement satisfaisant, mais est-ce que à mon sens, ça justifie absolument pas le fait qu'on n'investisse pas dans la rénovation du réseau? On ne peut pas dire « Ah, on est satisfaisant, donc on ne fait pas de travaux ». L'un ne va pas avec l'autre. Personne n'a dit ça. Je n'ai pas dit que c'était satisfaisant. Je dis que c'est un fait. Mais il est sûr que dans la renégociation des contrats, il y a le prix qui joue, mais il y a surtout les travaux que peut faire les mises en disposition, des systèmes, disons, en place
justement par le délégataire pour réduire les quantités de fuites. Et c'est le but numéro 1. Il y a la qualité de l'eau et la baisse des fuites. Pardon. Quelle est la pression qui est mise sur le délégataire pour ça, pour rechercher les fuites? Il y a des pénalités. Il doit réduire au fur et à mesure, année par année. Je vous invite moi, à lire le rapport, disons, hein, parce que vous avez un tableau, parce que là, je n'ai pas débattu les 280 pages, hein, mais vous avez un tableau maintenant qui montre sur les 10 ans qui sont passés, où il y a eu 1 500 000 mètres cubes de réduction de fuite. Et le contrat qui est à venir est encore plus pénalisant. Parce que c'est vraiment un des critères de choix des délégataires. Alors, mais lisez le rapport, disons, hein, parce qu'il est intéressant. Hein. Madame Agoguet, je vous en prie. Oui, vous parliez de la fuite de Saint-Roch, mais moi je voudrais vous en parler d'une autre qui a duré toute la nuit, donc pour Saint-Roch. Mais alors sur le chemin des Estourans, la fuite, elle a duré plus de 3 semaines. Tout le monde était au courant. On a interpellé les services techniques. Enfin, tout le monde était vraiment informé de cette fuite. Ça a duré plus de 3 semaines. Quel pouvoir on a pour agir auprès du délégataire pour faire les travaux? Comment ça se fait que il n'y a pas besoin d'avoir des trucs pour chercher la fuite où elle est? On la voyait, quoi, ça coulait continuellement. Donc, quels moyens on a pour inciter le délégataire à faire son job, quoi? 3 semaines, ça a duré. Je ne peux pas vous répondre pour cette question. Je n'ai pas connu cette fuite. Non, Christian, tu peux pas dire ça, t'as pas vu cette fuite. Tout le monde était au courant, les services techniques, c'est grave quand même. 3 semaines, sans discontinuer, tous les voisins ont appelé. Moi, j'ai rencontré les services techniques en ville. Enfin, je prenais la photo de la fuite, les services techniques passent, je sais, on a prévenu, mais il n'y a rien qui bouge. Alors, je vais quand même te le dire. Tu reçois une facture d'eau. D'accord? Et il y a un numéro d'appel, et chaque citoyen est responsable. C'est-à-dire que tu vois une facture d'eau, tu appelles le délégataire. Et ça a été fait par tous les riverains. Non mais qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde appelle, disons quoi. Mais en règle générale, ça se résout. Alors si peut-être une fois, ça ne s'est pas résolu rapidement. À quelle époque ça a eu lieu, cette fuite dont vous parlez? Mais qu'en 2019? Oui, donc c'est pas dans le chiffre annoncé là. Bien sûr, bien sûr. Et que les citoyens appellent, il n'y a pas de souci, mais c'est quand même la mairie qui donne délégation, et je pense qu'il faut mettre en place des choses qui fait que c'est le syndicat, oui, pardon. Il faut mettre en place des choses au niveau pour que le syndicat fasse respecter, fasse intervenir, c'est pas possible ça. Mais vous pouvez croire qu'on intervient souvent. Bien. Donc, si vous n'avez plus de questions, je vous demande de prendre acte du rapport, on ne le vote pas concrètement, hein, présenté par le syndicat des eaux d'Urance-Ventouse sur le prix et la qualité du service public. Voilà, la musique détend les mœurs. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Donc, vous l'avez pris en compte. Très bien. Donc, nous avons, avant de conclure, nous avons 4 questions qui ont été posées, que je laisse Madame Agoguet s'exprimer. Merci. Je vous les lis toutes les 4 et puis vous répondez après, c'est ça, hein? Alors, quelles sont les conséquences des dernières inondations de la Sorgue au droit de l'église sur celle-ci et les habitations du centre-ville impactées? Les dégâts ont-ils pu être estimés et un arrêté de catastrophe naturelle peut-il être envisagé? Deuxième question. Suite à l'incendie survenu dimanche 8 décembre dernier dans le réfectoire de l'école des Jardins, ou dans le local à poubelle d'ailleurs, l'enquête de police a-t-elle pu mettre à jour les causes? Les caméras de surveillance, à défaut d'avoir pu empêcher la survenue de cet événement, ont-elles pu filmer et nous renseigner sur les raisons de ce feu? Où en est la concertation avec les usagers du plateau sportif de la Calade faisant office de parking pour l'école? Où est prévue la construction des terrains de tennis couverts? Parce que je crois qu'il y a eu des essais qui ont été programmés sur les circulations et la mise en place de l'arrêt minute. Voilà.
Et enfin, où en sont les travaux d'extension de l'EHPAD des Cigales, puisque on en a parlé dans les décisions du maire, il y a toujours des actions en justice en cours. Très bien. Alors, comme je vous l'avais annoncé en début de conseil, je comptais vous parler de deux dossiers importants et qui ont concerné notre commune. Le premier, c'est les inondations récentes sur notre commune. Donc, je rappelle que suite aux pluies importantes et à la montée du débit de la fontaine de Vaucluse, une cellule de crise inondation, le TOR, a été ouverte le samedi 23 novembre à 23h et que la première réunion s'est tenue le dimanche matin à 8h30 en présence des élus en charge de ces dossiers, du capitaine des pompiers, des services techniques de la commune, de la police municipale et de la communication. Une cellule a été ouverte ensuite au service de restauration et au CCAS de la commune, puisque notre inquiétude avait monté de façon significative, notamment le 1er décembre. Jusqu'au 9 décembre dernier, la cellule est restée ouverte avec des communications bi-quotidiennes sur les niveaux débit de la fontaine et niveau de la Sorgue au pont de Douzamont. Une dizaine de maisons ont été impactées sur notre commune, avec des entrées d'eau au rez-de-chaussée pour un petit nombre, ou des entrées dans les garages, où ont été ceinturées d'eau, mais sans pénétration dans les maisons. Les quartiers impactés principalement ont été le quartier Saint-Jean, à l'est de la commune, avec un débordement important et une famille a dû être relogée à l'hôtel. Ensuite, la route des Taillades, avec 2 maisons qui ont été impactées, mais sans entrée d'eau à l'intérieur. Le quartier Pont-de-Bois a connu un débord important et durable avec un versement dans les terres. 2 maisons ont été impactées, mais sans entrée d'eau à l'intérieur. Enfin, le cœur de ville, place de l'église, a connu une montée des eaux de ruissellement non évacuée vers la Sorgue, montée visible car la place avait été décaissée pour réaliser les travaux. Des plattelages ont été positionnés pour permettre aux 8 familles de pouvoir rentrer chez elles à pied sec. Un barrage de sacs de sable et de parpaings a permis de limiter les pénétrations des eaux de la Sorgue. Aucun dommage n'a été enregistré sur les habitations ni sur l'église, puisqu'il n'y a eu aucune pénétration d'eau à l'intérieur des habitations, mis à part, bien évidemment, un taux d'humidité important. Enfin, et c'est tout à fait significatif, les terres agricoles, particulièrement quartier Montclar et au niveau du chemin des Coudelières, ont été inondées avec des nuisances aux plantations, de blé notamment. Tous les habitants qui étaient en risque ont été visités et à plusieurs reprises pour certains d'entre eux et ont été répertoriés par leur téléphone. Les numéros de portable du maire, joignables 24 heures sur 24, leur a été fournis au cas où ils auraient un incident. De plus, nous les avons tenus informés des niveaux d'eau, fontaines et sorgues, chaque jour aux moments cruciaux. Enfin, le 9 décembre, nous avons produit les documents pour mettre la commune en catastrophe naturelle. Mais ceci n'est pas encore du tout évident, puisque c'est la préfecture qui prend ces décisions-là. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont investis pour que le maximum de présence soit apporté au Taurois tout au long de ces moments difficiles. Je rappelle que sur cette fin de semaine, on annonce entre 40 et 50 mm d'eau. Question numéro 2, l'incendie dans le réfectoire de l'école élémentaire des Jardins. Donc le matin du dimanche 8 décembre à 3 heures du matin, un incendie s'est déclaré dans le local poubelle attenant au réfectoire de l'école élémentaire des Jardins et s'est propagé ensuite à la toiture du réfectoire et à tout le réfectoire. Cet incendie a été circonscrit vers 4h45 grâce à une très grande efficacité des pompiers qui ont été mobilisés. Et je rappelle qu'il y avait les casernes du Thor, d'Avignon, de l'Isle-sur-la-Sorgue et de Velleron. Les constatations faites sur place et l'enquête de police, accouplée à la vision des caméras de vidéoprotection, tant décriées par certains mais bien utiles, permettent d'affirmer sans aucun doute possible que cet incendie est d'origine criminelle. À ce stade, il n'est pas possible ni souhaitable pour la sérénité de l'enquête de donner plus d'indications sur les pistes. Le parquet et la gendarmerie attachent une très grande importance à identifier les auteurs de cet acte criminel. Je tiens à souligner la très grande réactivité des services de la commune et des élus, dont certains ont été présents sur place dès 4h15 du matin, qui, réunis en cellule opérationnelle dès le dimanche matin à 8h,
ont pu joindre tous les parents d'élèves avant midi, avec une solution alternative pour accueillir les enfants les lundis et mardis pour ceux qui ne pourraient pas garder leur enfant à domicile. L'école a été réouverte normalement jeudi, après le passage de la commission de sécurité, et un nouveau réfectoire a été organisé dans la salle de motricité. Un architecte a dès à présent été désigné pour conduire les travaux de reconstruction d'un réfectoire plus moderne, mieux adapté en termes d'acoustique et d'isolation. L'assurance de la commune couvrira les frais afférents, sauf la franchise, bien évidemment. La troisième question traite de la mise en test d'un nouveau parking baptisé Dépose Minute à l'école de la Calade. Donc, afin de pouvoir réaliser la construction de 2 cours de tennis couverts sur le plateau sportif attenant au gymnase et qui sert de parking à l'école de la Calade, il a été programmé un test avec la mise en place d'un dépose-minute sur la place jouxtant l'école. Ce test a d'abord fait l'objet, le 24 octobre 2019, d'une première réunion avec les représentants des parents d'élèves de la Calade, dès la connaissance de l'emplacement du projet, qui était toute récente, et dès la tenue des élections des parents d'élèves qui ont désigné leurs représentants. Cette réunion a permis d'enregistrer un certain nombre de remarques ou de recommandations des représentants des parents d'élèves. Une seconde réunion s'est tenue le 3 décembre 2019 pour présenter le projet abouti, prenant en compte les remarques émises et les conditions de la réalisation du test à partir du mardi 10 décembre. Ce test se déroulera, il est actif actuellement, il se déroulera jusqu'au vendredi 20 décembre inclus. Des enseignements seront tirés et certainement que des modifications seront apportées. Une troisième réunion se tiendra début janvier avec les représentants des parents d'élèves pour échanger sur ces enseignements. À date, nous avons déjà recueilli des avis très positifs, mais aussi des suggestions auprès des parents eux-mêmes qui voient dans cette nouvelle procédure de stationnement beaucoup d'avantages, de confort pour eux et pour les enfants. Ces premiers commentaires, bien évidemment, sont très éloignés des prophéties de désordre et d'apocalypse qui avaient été prédits ou souhaités par certains, avec de très bonnes intentions. La question numéro 4 traite des travaux d'extension de l'EHPAD, dont on a déjà parlé tout à l'heure. Donc l'EHPAD Les Cigales a lancé, avec l'appui de la commune, pour l'obtention de subventions et qui a donné sa garantie pour l'obtention des emprunts, donc a lancé un projet important de restructuration des chambres, des lieux de vie et d'agrandissement, ainsi que de l'accueil, pour porter sa capacité à 95 lits, dont la très grande majorité seront en chambre simple. Les appels d'offres sont maintenant clôturés et les travaux débuteront effectivement au premier trimestre 2020, d'abord par la cour principale, comme je l'ai indiqué, de l'établissement. Ils sont prévus d'être échelonnés sur environ 36 mois. Nous clôturons ce conseil municipal et je rappelle que les prochains sont le mardi 21 janvier avec le vote du budget, le mardi 25 février. Alors, avant de clôturer complètement, je voulais vous souhaiter à tous de passer de bonnes fêtes de fin d'année, dans un climat le plus serein possible. Voilà. Pas d'inondation, c'est ce que nous souhaitons à tous. Et n'oubliez pas de signer le registre, les élus, avant de partir. Merci.